Bonjour à tous, merci de regarder François. On va parler de révolte aujourd'hui avec ce livre, Révolte, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. C'est publié aux éditions K et c'est Sylvain Baron qui l'a écrit, gilet jaune et écrivain. Bonjour Sylvain Baron. Bonjour. Alors du coup, moi ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que c'est un manuel de révolte pacifiste. C'est comme ça qu'on pourrait le définir? Ouais. Un manuel de résistance pacifique. C'est d'abord il est en trois parties. La première cherche à expliquer ce qu'est une insurrection et tout le droit qui a été écrit à ce sujet, comment ça a été philosophé depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc il s'agit, quand un peuple veut s'insurger, ce droit de résistance est reconnu déjà dans notre bloc de constitutionnalité, comme dans d'autres constitutions en Europe notamment. Mais quand un peuple veut s'insurger, c'est donc il veut renverser son échiquier politique. Et dans ce cas-là, il faut justement savoir distinguer ce qui relève d'un mécontentement populaire face à des mesures politiques qui sont peut-être contestables, mais tout à fait légitimes et légales, que le gouvernement est tout à fait à sa place, on va dire, d'une tyrannie réelle qu'il va falloir qualifier par un certain nombre d'angles d'attaque, pardon. Donc moi, je pars sur le principe que dès lors qu'un gouvernement viole les droits du peuple, c'est-à-dire viole sa constitution, viole son droit pénal, viole des traités internationaux qu'il a ratifiés, porte atteinte à nos intérêts fondamentaux, à ce moment-là, on peut le qualifier de tyrannie et nous sommes donc légitimes à le renverser. Donc c'est un peu l'explication de la première partie du livre. La seconde partie est beaucoup plus concrète. Elle dit en fait quels sont les leviers sur lesquels nous pouvons agir collectivement ou individuellement, qui sont de nature à créer une crise politique forte au point que l'autorité politique suprême, donc en l'occurrence pour le moment Emmanuel Macron, soit sur la sellette et propre et possiblement prêt à partir d'une façon ou d'une autre. Le but d'une révolution, enfin des révolutionnaires, c'est de créer une crise politique majeure qui permette l'éviction de l'autorité contestée. Est-ce que c'est de la créer ou est-ce qu'elle est déjà là, cette crise? Je dirais que Macron est très habile avec son gouvernement pour déjà par lui-même s'auto-saborder. Il est très C'est que fort. Macron ou c'était déjà le cas avant la crise politique? Non, moi, de mon côté, je pense que ça fait 40 ans que la décomposition, même depuis Giscard d'Estaing, que la décomposition ne cesse de progresser. Mais il y a quand même une accélération depuis l'ère Sarkozy, où là, clairement, ce sont des réels criminels. Tous ceux qui sont passés de Sarkozy jusqu'à aujourd'hui, pour moi, sont des criminels. Mais on sent que l'agenda s'accélère pour eux. Je sais même pas s'ils sont conscients d'ailleurs d'être dans un agenda eux-mêmes, parce qu'ils sont promus par des intérêts géopolitiques et mercantiles qui, eux, à la rigueur, savent où ils vont. Vous parlez beaucoup dans ce livre d'ennemis, de trahison, qu'il faut lutter contre l'ennemi. Ce sont eux les ennemis, du coup? Ce sont les très clairement, décisionnaires? ce sont les ennemis du peuple. Je suis très clair là-dessus. Je dirais. Parce que les gens ont encore beaucoup confiance dans les politiques aujourd'hui. Je crois pas. D'abord, les enquêtes du CEVIPOF relèvent depuis plusieurs années que les institutions politiques, médiatiques et syndicales sont celles qui ont perdu le plus de légitimité auprès de la population. Il y a d'autres symptômes que l'on pourrait voir. La crise des gilets jaunes n'en est qu'un parmi tant d'autres. Mais le discrédit est fort. Simplement, les gens savent pas quoi faire, ils se sentent impuissants pour la majorité d'entre eux. Ils ne prétendent pas faire de la politique eux-mêmes, ni s'y intéresser pour la majorité d'entre eux. Et pour les quelques-uns qui s'y intéressent et qui savent justement la regarder objectivement, c'est difficile de convaincre et surtout d'être audible. Parce que c'est, on n'a pas forcément d'influence, on n'a pas forcément de visibilité, puis les gens qui agissent souvent sont pas forcément des gens qui communiquent énormément. Pour vous situer, parce que c'est important de situer nos invités, pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, quels sont vos intérêts politiques, vous, là-dedans, quand vous sortez ce livre? Alors, le livre est d'abord un exercice de pédagogie populaire pour comprendre l'État à la Révolution, le droit de résistance, ça c'est évident, mais aussi pour pousser, là c'est plus les niveaux... les réseaux qui sont déjà éduqués, qui sont déjà lucides, pour qui ce livre va être ils vont trouver quelques informations supplémentaires pour préciser des choses qu'ils connaissent déjà. Mais disons qu'ils ne savent pas comment se battre. Ils ne savent pas où orienter leur confrontation militante, leur offensive pour réussir à faire mal, très clairement, à l'oligarchie. Donc, c'est pas un livre pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont déjà éduqués. C'est un livre pour tout le monde parce que en fait, j'espère quand même être relativement pédagogique pour le coup.
Et j'invite tous les Français à justement se révolter. Maintenant, il est vrai que si on veut pas trop perdre de temps, et ça a toujours été le cas dans les périodes insurrectionnelles, ce ne sont pas des masses, une masse générale, une population tout entière qui s'est insurgée, c'est toujours une fraction de celle-ci, une toute petite fraction. Donc il est plus rapide de chercher à s'organiser avec cette fraction de gens qui sont déjà en lutte, mais qui savent pas tout à fait entrer en synergie, en cohérence dans leur lutte pour que ce soit efficace, que de chercher à convaincre une population apathique. Vous citez plusieurs fois la Boétie dans ce Ouais. livre, voilà, qui parlait de servitude volontaire, que le roi est roi parce que le peuple, du coup, lui, Consent à son asservissement. voilà, c'est ça. Et vous, c'est le cas aujourd'hui, encore beaucoup Ça a par toujours rapport à été ce le que cas. vous... C'est des Ouais. ressorts collectifs et anthropologiques, en fait, qui ne datent pas de notre époque contemporaine. Ça a toujours été le cas. Si on regarde toute l'histoire du monde, je vois très peu de pays qui peuvent revendiquer une histoire où constamment, enfin, j'en connais même aucun, qui, dans toute son histoire, a été capable de dire collectivement, un peuple, c'est à empêcher toute forme d'oppression. Peut-être les Suisses à la rigueur sur les 400 dernières années, et encore, je connais beaucoup de Suisses qui sont très critiques vis-à-vis de ce qui se passe chez eux, mais eux ont des mécanismes à la rigueur qui leur permettent de garder un certain contrôle sur leur loi, plus leur responsable politique. Avec leur référendum Tout à fait. presque constant, c'est ce que vous prenez en France, par exemple? Ah bah de toute façon, il faut que le peuple reprenne le pouvoir. Tous les gilets jaunes réclament le RIC, et puis de façon plus générale une constituante. C'est pas seulement le RIC. Le RIC, c'est un garde-fou démocratique. Donc on rappelle pour ceux qui ne savent pas, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, voilà, où ce seraient les gens qui demandent eux-mêmes les référendums. Disons qu'ils peuvent initier eux-mêmes les lois et les voter directement, comme le RIC révocatoire permet de dire, voilà, on a un problème avec l'un de nos représentants, un élu, donc on va initier un référendum pour le révoquer. Donc ça, ce sont des leviers démocratiques, institutionnalisés, des règles, des mécanismes, mais de façon plus générale, les pouvoirs ne sont pas séparés. Si on commençait à parler du problème de la justice, des médias, ou d'autres corps institutionnels où on voit bien qu'il y a des dysfonctionnements, il faut réécrire la Constitution pour que ça fonctionne mieux. Faut la réécrire, mais pourtant, alors est-ce qu'on peut en parler? Je crois que vous n'êtes pas pour les ateliers constituants ou ce genre de trucs? Si, Si. simplement, je considère qu'ils seront réellement effectifs et que les gens y croiront, ils penseront que ça sera une donnée de changement lorsque nous aurons un gouvernement qui lui-même organise la constituante. Parce que quand ça vient du haut, la majorité des gens y croient, disent qu'en tout cas c'est effectif, que ça va bien être avalisé avec tout ce qui va, les circulaires qu'on ventile au préfet pour dire ouvrez les salles municipales pour que les gens puissent travailler à la constituante. Mais si ça vient pas du gouvernement, ils diront c'est quelques militants exaltés, ça nous intéresse pas, on a autre chose à foutre. C'est aussi con que ça. Avec les Gilets jaunes, vous en avez écrit des articles de la Constitution? Mais il y a plein de constitutions qui ont été rédigées. Il y a au moins 3-4 constitutions provisoires. Il y a peut-être 2-3 constitutions royalistes, d'autres républicaines. Il y a déjà des modèles qui sont existants. Donc le travail constituant, ça fait presque 10 ans en fait qu'il a commencé, qu'il y a déjà plein de textes, de propositions. On est capable en fait de guider une procédure pour faire en sorte que le peuple collectivement, alors certains défendent le fait d'avoir une assemblée constituante qui moi me répugne à titre personnel, sauf si elle n'est qu'une chambre parallèle au peuple tout entier qui lui-même reprend son droit d'écrire lui-même son texte. Ceux qui veulent jouer, tant mieux. Ceux qui veulent pas, tant pis pour eux. Mais au moins dire à tous les gens, on ouvre les salles municipales, il va y avoir des scrutins qui vont être organisés au fur et à mesure, des débats médiatiques pour que vous puissiez cogiter, et vous écrivez vous-même la Constitution. C'est la prochaine étape pour aller vers une démocratie qui soit réellement une démocratie? Non, je dirais que la première étape, c'est d'abord de renverser l'oligarchie au complet. Clairement, coup d'État, c'est quoi que vous prenez? Coup d'État citoyen, si on veut prendre enfin, on peut toujours chercher dans la sémantique quelque chose qui soit plus ou moins sympathique ou qui le soit moins. Moi, je suis un radical. Je pense qu'on règle les problèmes d'abord humains avant de régler les problèmes de normes. C'est les normes qui nous plaisent pas actuellement, que ce soit être assujetti aux traités européens, les problèmes des retraites ou tout ce qui ne va pas de façon générale, ce sont des normes qui ont été écrites par des êtres humains, qui ont été approuvées par des êtres humains et qui sont manifestement malveillants et assujettis à des intérêts qui sont contraires aux intérêts du peuple. Donc, à partir de là, je considère qu'il faut d'abord les renverser d'une façon ou d'une autre. Évidemment, mettre des gens qui soient de confiance et qui ne soient pas là pour s'installer durablement, mais au moins dire nous assurons une transition pour assainir de façon générale les institutions et réformer en urgence ce qui est nécessaire au peuple et nous redonner la main.
Après, la question de la constituante, c'est du temps long. La Tunisie, qui est un petit pays qui a un peu moins de 10 millions d'habitants, il leur a fallu je crois, 8 années pour réussir à aboutir à une nouvelle constitution. Et c'était même pas un processus constituant voilà, super démocratique. L'Islande, ça a été pareil. Ils ont mis beaucoup d'années avant d'aboutir à une constitution nouvelle, alors que c'est une population qui a, je crois, qui est moins de 500 000 personnes, si je me souviens bien. Donc, il faut bien voir qu'à l'échelle de 45 millions d'électeurs en France, nous sommes 67 millions, mais 45 millions d'électeurs, ça va prendre du temps. Il faut déjà inscrire dans des garde-fous démocratiques dans notre constitution actuelle grâce à un gouvernement qui organise les référendums nécessaires et prend les grandes mesures, on va dire. Et ensuite, se donner le temps de repenser la démocratie, les institutions. C'est le gouvernement qui doit organiser les référendums ou ce sont les gens qui doivent justement prendre l'initiative? Pour le moment, oui, parce que nous n'avons pas l'initiative référendaire. Donc, dès lors que nous ne l'avons pas, nous sommes incapables juridiquement, constitutionnellement d'avoir cette possibilité. Donc, c'est bien la charge du gouvernement, du président de la République en l'occurrence, que d'organiser des scrutins. Il y a des lois dans le code électoral qui sont même un petit peu plus précises, qui disent alors, imaginons Macron est renversé. C'est le président du Sénat qui reprend la main. Selon l'article 7 de la Constitution, les révolutionnaires ont gagné leur rapport de force politique, ils imposent leur gouvernement le temps de la transition. L'intérim présidentiel, j'ai plus la mémoire du nombre de jours qu'elle est censée durer, mais c'est très peu. Logiquement, c'est à peu près un mois. Le président de la République par intérim peut réclamer au Conseil constitutionnel d'allonger la période parce qu'effectivement, organiser un scrutin, ça prend un peu de temps, ça s'organise, il faut que les gens votent en conscience. Mais durant ce laps de temps, et ça c'est pareil pour tous les scrutins électoraux, on ne peut pas organiser de référendum tant qu'il y a une campagne électorale. C'est après que les référendums peuvent être organisés. Ça, c'est une loi du code électoral, donc c'est pas une question de je suis d'accord ou pas d'accord, c'est que c'est comme ça. Donc en fait, il faut d'abord organiser des élections anticipées, présidentielles et législatives, et ensuite dire voilà, il y a des dates arrêtées pour les référendums qui sont urgents, où il y a beaucoup de questions à régler, il faut les trancher radicalement, il faut laisser la main au peuple pour ça. Nous, on pense que l'ouverture de la constituante, les RIC, c'est déjà les priorités, mais on est favorable aussi à ce que les référendums portent sur la sortie de l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Et je pense qu'il y aura d'autres questions qui se poseront, mais déjà avoir ces soucis de récupérer notre indépendance et avoir un peuple qui est souverain. Et comment est-ce qu'on renverse pacifiquement? Comment on fait une insurrection soft, du coup? Comment est-ce qu'on fait? Alors, comment est-ce qu'on procède? Enfin, le peuple. D'abord, on n'a jamais le contrôle sur tout, donc je prétendrai pas que le travail que je fais avec beaucoup de camarades sera toujours soft. Nous, c'est ce qu'on veut, parce qu'on est bienveillant, mais on n'a pas le contrôle sur tout le monde. Oui, c'est ça. D'un moment dans le livre, vous dites, voilà, c'est ce que je prône le pacifisme, mais par contre, si d'autres vous laissez un peu la porte ouverte, si certains veulent une certaine forme de violence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, dans le droit de résistance, du point de vue des juristes, et ça, c'est un bouquin assez renseigné où je me suis vraiment, j'ai lu beaucoup de juristes internationaux qui s'intéressent à la question. Tous les juristes reconnaissent le droit d'insurrection comme nécessairement violent. Les Allemands sont même beaucoup plus précis puisque dans l'article 20 de leur loi fondamentale, ils précisent qu'en gros, lorsque les Allemands n'ont plus aucun moyen légal et pacifique de contrarier leur gouvernement en cas de problème, ils peuvent recourir à la violence. C'est un sous-entendu, mais voilà, c'est comme ça que c'est précisé pour les Allemands. Donc, la violence en elle-même, elle peut avoir une forme de légitimité dans le dernier recours, on va dire, mais quand on a encore les possibilités de renverser la table tout à fait légalement, pas forcément en jouant le jeu du système, par exemple, je ne prône pas le jeu électoral pour le moment. Mais... Vous appelez à rejoindre le Parti Socialiste souvent, j'étais étonné de ça. Alors oui, ça c'est l'infiltration, alors j'appelle pas à rejoindre spécialement le Parti Socialiste, mais n'importe quel parti, mais le Parti Socialiste, de par ses statuts, a quelques points intéressants sur lesquels on pourrait jouer. Puis c'est un parti mort, croupion, qu'on peut repeupler, on va dire. Mais en jouant de ces statuts, en disant bah voilà, c'est-à-dire recréer un nouveau parti socialiste. C'est ça. On arrive dedans en masse. C'est ce qu'ont fait les lambertistes en fait à une autre époque. Ils ont infiltré des organisations politiques comme le PS ou le PCF pour prendre l'ascendant idéologique parce qu'ils étaient tout simplement plus nombreux en termes de personnes qui étaient à l'intérieur. On peut tout à fait le faire. C'est des choses, ça s'appelle de l'infiltration, de l'entrisme. Nos ennemis d'ailleurs n'hésitent pas à le faire. Avec les Gilets jaunes, on a subi beaucoup d'entrisme. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. C'est juste une logique froide. L'ennemi utilise certaines armes et il ne faut pas hésiter à faire la même chose. Vous dites « j'appelle à l'insurrection, non pas sous forme de masse créarde et armée de fourches, mais bien plus par les outils plus subtils comme le droit, la monnaie, les médias, le courrier ». Qu'est-ce que vous entendez du coup par là ?
Alors le Comment droit, est-ce que la monnaie, comment est-ce que les gens peuvent s'approprier la monnaie? alors Ce la genre de monnaie, par choses. exemple, il suffit, il faut connaître déjà un peu comment ça fonctionne l'euro, mais les monnaies nationales n'ont jamais été abolies, contrairement à ce que pense la majorité des gens. L'euro n'a pas aboli nos monnaies nationales, elles ont juste changé de nom. Donc, si vous marquez franc, par exemple, sur votre billet de banque, à la main, hein, ou avec un coup de tampon. D'abord, c'est ce que fera l'État. Le jour où on reprend le contrôle de notre monnaie et qu'on sortira de l'euro, parce que l'euro va éclater d'une façon ou d'une autre, l'État va reprendre le contrôle de la monnaie en tamponnant les billets de banque pour les distinguer des euromarques, des zéro-lire, enfin voilà. Il faudra les distinguer. Et ça, c'est avant de réimprimer des billets en francs. Nous, on peut le faire, et non seulement c'est légal parce qu'il n'y a strictement aucune interdiction, toutes les lois sur l'altération, la destruction de la monnaie ont été abolies depuis longtemps. C'est même, il y a même, enfin, je sors quelques textes justement à ce propos dans le livre, mais en plus c'est une marque de souveraineté symbolique. Je veux dire, l'ennemi nous a imposé son idéologie jusque dans les billets de banque ou les drapeaux européens qui pavoisent un petit peu partout les bâtiments publics, y compris les écoles. Donc nous pouvons très bien jouer de la même façon que l'ennemi. L'ennemi, s'il utilise des symboles du marketing, c'est qu'il n'est pas con. Il sait très bien que ça a une influence, ça marche. C'est de l'ingénierie sociale, c'est des choses toutes bêtes que même les entreprises utilisent. Le marketing, c'est constant. Il faut s'attacher à une image de marque et la répéter. Nous pouvons faire la même chose. Pourquoi il y a eu des drapeaux soviétiques qui ont été arrachés ou des drapeaux nazis durant les périodes de résistance, ou lorsque les Kurdes sont pas contents, ils vont décrocher un drapeau turc. Les Français l'ont fait aussi, ils ont décroché des drapeaux nazis. Nous pouvons décrocher les drapeaux européens, il n'y a pas de risque d'aller en prison pour ça, faut pas déconner. De la même façon que nous pouvons tout à fait légalement reprendre le contrôle de notre souveraineté monétaire sur le plan symbolique en disant ça c'est un franc, c'est pas un euro. Donc on marque franc. C'est des détails, hein, mais vous disiez le droit, on peut monter les tribunaux populaires comme créer des poursuites en justice. Alors les droits, on imagine bien, vous en avez parlé tout à l'heure, mais les médias par exemple. D'ailleurs, vous appelez à manifester le 3 juillet, Tout je à crois, fait. par rapport aux médias. En fait, c'est tous les contre le premiers traitement. samedis du mois. D'accord. C'est contre le traitement de l'information en général actuel. En fait, c'est le problème numéro un des médias, c'est le manque de diversité d'opinion. Il y a un entre-soi idéologique chez les journalistes qui sont recrutés par les grands médias publics et privés. Et c'est la majorité de ces journalistes sont même pas conscients en fait. Pas François, j'espère. Non, non. Et puis non, au contraire, je félicite François d'avoir, enfin justement de s'être distingué. Et j'espère que vous allez bientôt revenir à une version papier pour le coup, parce que ce serait amplement mérité que vous ayez du soutien financier pour ça. Merci bien. Mais donc on voit quand même malgré tout qu'il y a un problème d'entre-soi idéologique, on dira vaguement bobo, bourgeois. Qui est très mondialiste, très favorable à l'Union européenne, qui considère que tout ce qui a été fait sur le plan de la santé publique dernièrement par le gouvernement, c'est magnifique, il n'y a rien à redire. Et d'ailleurs, Macron a bénéficié d'une campagne médiatique qui a été absolument hallucinante. C'était plus de la propagande, ça en devenait obscène, y compris dans nos médias publics. Ce problème-là ne peut être réglé que par la diversité d'opinions des journalistes qui sont recrutés. Parce que on a deux façons de voir. Soit nous avons des journalistes qui ont leurs opinions, quelles qu'elles soient, mais ont beaucoup d'éthique, beaucoup de déontologie, connaissent bien leur charte, hein, la charte de déontologie et d'éthique des journalistes, voilà, par exemple. Beaucoup ne la connaissent pas. On a interrogé beaucoup de jeunes journalistes qui me disaient, dans les écoles de journalisme, on nous l'a même pas enseigné. Est-ce que ce serait important que les gens la connaissent aussi pour la demander, par exemple, quand il y a... Je dirais même qu'il faut la constitutionnaliser, reconnaître le 4e pouvoir médiatique, puisqu'il a une influence politique majeure, clairement. Donc la reconnaître, la constitutionnaliser, mais aussi comprendre que c'est encore une fois les normes, les grandes valeurs, les grands idéaux, les règles, c'est des abstractions qui sont toujours soumises à la subjectivité des personnes qui s'en prévalent, et ça peut toujours être détourné. D'ailleurs, les lois peuvent être violées par elles-mêmes. Pourquoi? Parce que l'humain est toujours le moteur numéro un. C'est lui qui prend une décision. C'est pas la norme qui est face à lui qui va motiver sa décision. Donc c'est pour ça qu'à un moment, le problème se règle humainement. Alors ça veut pas dire aller pendre les éditocrates qui sur les platanes ou des choses comme ça. Ça veut dire simplement à un moment il va falloir réellement régler le problème humain en se disant soit nos journalistes entendent, parce qu'on est de plus en plus nombreux devant leurs médias, que là on commence à être fâchés et qu'il va falloir se réformer eux-mêmes dans leur façon de travailler, soit ils ne l'entendent pas
Et dans ce cas-là, il y aura un moment où ça va les dépasser. Et quand ça les dépassera, on dira très clairement, vous allez nettoyer les écuries d'OGIAS en public. C'est ce que vous faites du coup tous les samedis, le premier samedi du mois, ça vous êtes devant en masse le plus possible pour essayer de faire pression quand ils viennent faire une pause clope ou ce genre de trucs, quoi. C'est ça. Mais après, on discute. On n'est pas des dingues. Alors évidemment, il y aura toujours des moments un peu virulents. Vous serez où le 3 juillet là? On sera devant BFM et on fait un parcours. À quelle heure pour ceux qui veulent vous rejoindre? 13h30. Okay. 13h30, c'est le moment. Et ensuite, on ira devant France Télévisions, on ira devant France 24, on continue devant CNews, TF1 et on finit à la Maison de la Radio. Donc, tous les grands médias audiovisuels de Paris sont visités à part de 3. Et on appelle tous les Français à nous rejoindre parce que si on règle ce problème médiatique, déjà à minima avec supposons que, bon voilà, on va être cohérent, je suis un révolutionnaire, on a beaucoup de camarades, on a plein de réseaux. On n'est pas du tout inscrit dans le temps électoral, mais on sait très bien que d'ici un an, on n'aura peut-être pas gagné notre bataille. Donc ça sera peut-être un autre qu'il faudra renverser, mais peut-être qu'avant ça, on pourrait au moins gagner la bataille médiatique pour faire en sorte que, durant le moment électoral, les gens puissent enfin voter en conscience. Comment ça se fait qu'il y a des courants d'opinion, comme je vais prendre pour les dernières élections. Dans les courants d'opinion alternatifs, qui étaient un minimum crédibles politiquement, on va dire qu'il y avait Jacques Cheminade, il y avait François Asselineau, il y avait Jean Lassalle, et peut-être 2-3 autres personnes que j'ai pas en tête, mais qui méritaient tout à fait. En tout cas, tout le monde méritait tout simplement d'être déjà entendu à égalité de traitement. Ils avaient tous eu leur signature. Il n'y avait aucune raison pour que les journalistes se permettent de dire, surtout dans les médias publics, il y a des petits candidats ou des uluberlus, des gens que l'on disqualifie d'une façon ou d'une autre et de toute façon que l'on censure au maximum, et des gens que l'on promeut. Ça, c'est inacceptable. Je veux dire, à la rigueur des médias privés, c'est en soi déontologiquement, éthiquement inacceptable, mais ce sont des médias privés. François, par exemple, pourrait se permettre de soutenir qui il voudrait, parce que ça reste un média privé. Mais dans le public, c'est nos deniers, c'est notre argent. Les médias qui sont subventionnés dans la presse, l'Express, le Monde, etc., tous ces journaux. Il faudra un droit de contrôle sur les médias publics. Ah, je pense que oui. Il faudrait un droit de regard, c'est comment ça se matérialise? Alors, très simple. Moi, je pense que le plus simple, c'est d'abord de transformer le CSA en cours supérieur de l'audiovisuel, avec des médiateurs dans chacun des médias, où on puisse les saisir en disant, voilà, vous invitez pas assez telle personnalité. Enfin, les gens disent leur récrimination. Tant que les médiateurs voient la possibilité de régler ça sans passer par des procédures plus judiciaires, eh ben, ils le règlent. Ce serait quand même le mieux. Et si les citoyens ont le sentiment qu'ils sont pas écoutés, qu'ils puissent saisir la Cour supérieure de l'audiovisuel en disant, voilà, il y a manifestement un problème de censure, d'éthique, quelque chose comme ça, et que cette Cour puisse avoir un pouvoir contraignant, d'une façon ou d'une autre. Si on lui donne aucun pouvoir contraignant, bon, quel est l'intérêt? Juste avant qu'on parle des tribunaux populaires, là, qui a quelque chose d'intéressant que vous soulevez, comment est-ce que rapidement, le côté humain, là, comment est-ce qu'on peut le développer à ce niveau-là, là? Vous en avez parlé plusieurs fois là, dans cette interview. Alors la question humaine est très difficile à régler. C'est une question morale, éthique, de pédagogie, d'éducation? Pour moi, c'est en fait tout le monde sait ce que c'est que l'humain, mais on n'est jamais capable de le définir. Enfin, du moins dans ce qui fait que quelqu'un est plutôt de confiance. Pourquoi on a confiance en certaines personnes et pas en d'autres? Il y a d'abord, en fait, il faut découper en deux phases. Il y a tout le ressort intellectuel, la vision de la personne, ce qu'elle développe, qui nous stimule intellectuellement. Et il y a ce qu'elle est humainement, réellement. C'est-à-dire, est-ce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est faux, qui va nous trahir, qui est perfide ou qui est malveillant? Enfin, ce sont des choses qui sont très sensitives. Donc à un moment, c'est un rapport de confiance. Moi, je pense qu'il faut revenir à ça. C'est-à-dire, autant je suis dans le dégagisme pour soutenir que toute l'oligarchie, de façon générale, doit être évincée. Elle est trop nuisible à nos intérêts. Mais paradoxalement, je suis aussi pour qu'on réhabilite des gens qui, si je prends Étienne Chouard, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant. Ouais. Voilà, il y a des gens qui sont intéressants. Franck Lepage. On pourrait citer en fait des tas de personnalités, surtout aujourd'hui, où François participe notamment en exposer quelques-unes. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup de bienveillance, qui ont le souci de l'État et le souci de l'intérêt public. Ils sont moins visibles, c'est certain, que tous ceux qui nous sont présentés dans les grands médias audiovisuels et la presse subventionnée, mais n'empêche qu'on a de très bons potentiels ministres, députés, présidents, enfin, on a tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut mettre en lumière ces gens et que nous réapprenions aussi à faire confiance un petit peu et à nous éduquer. Alors du coup, juste avant de finir, donc les tribunaux populaires, je le disais, c'est
un thème fort de votre livre, voilà, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Qu'est-ce que vous demandez? Vous voulez juger tout le monde? Qui est-ce qu'on juge déjà dans cette On commence d'abord populaire par le premier domino de l'échiquier, donc c'est Emmanuel Macron. Il a ses responsabilités juridiques dans un certain nombre d'affaires. Donc là, on peut pas toutes les traiter parce que c'est un chantier immense, sauf s'il y a plein d'avocats qui viennent vous aider. On commence par l'affaire Alstom. On se réunit tous ensemble, 60 millions de Français, et globalement, non, ça va être un petit peu plus décentralisé. Okay. Dans des salles municipales ou des salles privées, on va inviter les gens qui veulent assister au procès d'Emmanuel Macron sur une affaire de trahison, à savoir l'affaire Alstom, à venir assister à l'audience et se constituer en jury populaire. Donc, ils vont bien avoir les réquisitions d'un procureur qui va expliquer l'affaire et pourquoi Emmanuel Macron est bel et bien traître du point de vue du droit pénal, et un avocat qui va se charger très honnêtement de la défense d'Emmanuel Macron. À la fin, à l'issue, le public, en fait, vote la culpabilité ou non d'Emmanuel Macron. Ça, devant la presse locale, évidemment, de telle façon, en fait, à justement interroger les Français en leur disant, voilà, nous avons des gens qui se prétendent de bonne morale, des gens intelligents, bienveillants, qui ont le souci de l'État, etc. Mais en vérité, si on étudie un certain nombre de dossiers qui ont été tout à fait médiatisés, on se rend compte que ce sont des criminels du point de vue du droit pénal ou même du point de vue du droit international. Je pense notamment à ce qui s'est passé en Syrie ou en Libye. Donc, si nous sommes réellement soucieux d'être une démocratie, commençons déjà par être un État de droit qui se respecte. Les Français sont censés connaître leurs lois de façon générale. C'est pas vrai dans la réalité. Mais si déjà on n'a pas de mécanismes comme les tribunaux populaires pour justement leur faire pédagogie sur des lois qui concernent des grands crimes d'État, on va dire, et leur dire mais ces gens-là sont illégitimes, leur bonne place est en prison, c'est pas dans nos institutions. En fait, ça sert à ça de créer ces tribunaux, c'est d'exposer les violations du droit pénal de nos dirigeants et dire ces gens-là sont illégitimes à être actuellement à leur fonction. Nous ne devons pas les reconduire à minima et nous devons même les renverser. Et du coup, alors pour finir, vous voulez faire une pièce de théâtre pour montrer comment ça pourrait se dérouler? C'est ça. Voilà, où il y aurait un Macron fictif ou... Non, il n'y aura pas de Macron fictif. Donc la pièce en elle-même, c'est le procès public d'Emmanuel Macron. Là où j'essaie de travailler avec des comédiens, des humoristes... c'est avec les comédiens, je voulais dire, oui, pardon. Voilà, l'idée, c'est plutôt de faire en sorte que ce soit digeste, parce que quand même, un procès, on va invoquer un certain nombre de lois et de faits, surtout l'affaire Alstom qui est très compliquée par elle-même. Il faut alléger les choses. Donc là, je cherche à me faire modifier le texte pour le rendre plus digeste, notamment avec la création d'un 4e personnage qui est un peu le saltimbanque de l'histoire. Sylvain Baron, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et donc, je vous recommande son livre « Révolte, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France ». Voilà, je rappelle, c'est une sorte de manuel d'insurrection pacifique, et c'est intéressant parce que les Gilets jaunes ont souvent été accusés d'être un mouvement violent ou ce genre de choses. On n'est pas. L'écrasante majorité d'entre nous sont des gens qui sont des petites gens, qui sont pas du tout des énervés. Et qui ont été pris dans des violences comment est-ce que vous jugez? Non, d'abord, il y a eu des infiltrations de tout un tas de gens qui se disent Black Bloc, Antifa ou d'autres milices, quelles qu'elles soient. Est-ce qu'il aurait fallu les mettre de côté? Nous, c'est ce qu'on a fait. Sur les manifestations devant les médias, dès le départ, on a dit qu'on n'en voulait pas. Il y en a qui sont mis, voilà, qui étaient parmi vous, et vous les avez dit, non, nous, ici, c'est pacifique, on les met de côté. Non, on a signifié dès le départ les règles du jeu. C'est qu'avec nous, il était hors de question de faire des exactions, quelles qu'elles soient, que ce soit contre les personnes ou les biens privés ou publics, qui permettrait au préfet d'avoir la main leste sur nous en disant, voilà, vous nous dégagez tout ça et c'est terminé. D'abord, nous, on vise la sécurité des participants. Donc, on a dit très clairement, ceux qui viendront foutre le boxon d'une façon ou d'une autre, on les virera, on les repoussera vers les flics. Le simple fait d'avoir communiqué pendant, je dirais, les premières années là-dessus, en fait, fait que tout le monde sait que nos manifs, c'est un autre contrat. Il y a des personnes âgées, des parents qui viennent avec leurs enfants, des handicapés qui sont avec nous, donc c'est pas le même délire. Et même des Antifa ou des Black Blocs sont venus, mais en comprenant les règles du jeu et n'ont pas fait chier, très clairement. Donc ils savent très bien que ça, c'est la règle chez nous. Dans d'autres manifs, ils font ce qu'ils veulent si, ma foi, les déclarants veulent pas se faire respecter là-dessus. Nous, on est très clair. Révolte de Sylvain Baron aux éditions K, c'est publié, voilà, c'est K édition, ouais. C'est ça, voilà, ok. Et du coup, le 3 juillet, avec... Devant BFM à 13h30. Et ben voilà, vous connaissez, et tous les samedis du mois. Voilà, tous les premiers samedis du mois.
Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez la partager sur tous vos réseaux, c'est très utile pour nous. Et si vous voulez soutenir Françoir, voilà, vous pouvez, vos dons comptent et vous retrouvez la page de soutien sur françoir.fr. Merci à vous. Merci Sylvain Baron. Merci beaucoup. À bientôt.